Comme chaque année, le défi Azimut Lorient Agglomération est de retour avec une 12e édition qui, du 13 au 18 septembre, accueille la crème des IMOCA. Ils sont ainsi 28 skippers engagés cette année, un record pour l'épreuve. À leur programme, des runs de vitesse mercredi, le départ jeudi d'une course de 48 heures en solitaire ou en équipage pour 4 d'entre eux qui disputeront The Ocean Race à partir de janvier 2023, avant le traditionnel tour de l'île de Groix dimanche. Pour ne rien manquer de cette 12e édition du défi Azimut Lorient Agglomération, rendez-vous à Lorient-la-Base, où sont amarrés les 28 IMOCA, et sur le site de la course www.défi-azimut.net. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 86e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 13 septembre, il est 9h09 exactement et nous allons parler d'un événement qui au fil des années a pris de plus en plus d'importance au point qu'il accueillera pour sa 10e édition 29 60 pieds IMOCA, c'est le défi Azimut qui débute mercredi à Lorient avec une journée dédiée au run de vitesse. Le défi se poursuivra jeudi par une course de 48 heures d'au moins 500 000 en solitaire et en équipage pour 4 bateaux qui disputeront en janvier The Ocean Race. Et ce défi Azimut s'achèvera dimanche par le traditionnel tour de l'île de Groix. Nos 3 invités du jour participent à cette 12e édition, 2 d'entre eux sur des bateaux qui ont été mis à l'eau cet été. La première, c'est Sam Davis à bord de son nouveau Initiative Cœur. Salut Sam. Salut Axel. Le deuxième, c'est Maxime Sorel qui a mis à l'eau fin juin son VNB Montbana Mayenne. Salut Maxime, tu es déjà arrivé sur Lorient, toi ? Ouais, bonjour à tous, salut Axel. Et notre troisième invité traînera l'ex-Charal 1 devenu Teamwork. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de la Suissesse Justine Métro. Salut Justine. Salut Axel. Eh bien, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour ce 86e épisode. On va peut-être commencer par parler justement de ce défi Azimut qui sera pour vous trois votre première course à bord de vos bateaux respectifs. Donc, quel état d'esprit êtes-vous avant d'attaquer cette épreuve qui est un rendez-vous, comme je disais, qui a pris de plus en plus d'importance? On va peut-être commencer par toi, Justine. Bah oui, écoute, c'est sûr que pour moi, c'est la première course sur le bateau, comme ça va être le cas pour Sam et Maxime. L'idée, c'est vraiment pour moi de prendre de l'expérience, de prendre mes marques sur cette première confrontation avec les autres bateaux. Et puis, c'est vraiment un bel événement, ce défi Azimut. C'est une épreuve variée, ça permet d'aller se confronter aux autres, mais en même temps de faire vivre un bon moment à nos sponsors. Donc écoute, j'ai hâte d'y être. Maxime, toi, dans quel état d'esprit aussi tu abordes ce défi Azimut, qui, on le rappelle, comme pour Sam et pour Justine, est ta toute première course sur ton nouveau 60 pieds? Super content d'être là, c'est un vrai show le défi Azimut, le warm-up des transats de fin d'année. On s'est entraîné cet été tout seul, donc là on est hyper content de pouvoir naviguer avec les bateaux qui naviguent depuis déjà longtemps et puis découvrir les tout nouveaux. On a hâte de voir tout ça. Et de ton côté, Sam, toi, tu as traîné ton nouveau 60 pieds Initiative Cœur aussi cet été. Donc, quel état d'esprit tu abordes ce défi Azimut? J'imagine que tu as un petit peu moins de temps de naviguer que Maxime qui avait mis le bateau un peu plus en amont à l'eau. Oui, je suis à la fois hyper contente d'être là parce que c'était pas gagné avec notre fin de construction. Mais c'est un peu short en timing, donc je suis un peu stressée parce que je connais pas du tout mon bateau. J'ai l'impression que c'est lui qui décide où il va, à quelle vitesse et pas moi. Donc je suis ravie d'être là, mais c'est un peu à l'arrache pour partir et l'équipe ils bossent les heures un peu
pas très sociable pour être en conformité, pour partir en sécurité. J'ai réussi à faire qu'une nave de nuit, donc je suis allée une fois au large avec mon bateau. La semaine dernière, il y avait 30 nœuds, donc c'est bien parce que je sais et voilà, n'importe quelle condition on va voir, je vais réussir à faire le parcours. S'il n'y a pas les gremlins, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de gremlins dans mon bateau, mais j'ai pas eu le temps de vérifier tout ça. Donc je l'approche un peu sur les pointes des pieds, mais je suis hyper excitée d'aller au large tout seul sur mon bateau. Sam, c'est un rendez-vous que tu connais bien, le défi Azimut. Tu as participé plusieurs fois. Comment tu as vu un peu grandir cet événement et comment tu le prends, cet événement? Est-ce que c'est une vraie compétition? C'est un rendez-vous festif? C'est un moment de communion aussi avec peut-être ses partenaires, des invités? Oui, c'est vrai que je connais depuis longtemps et j'adore cet événement. Je trouve que le timing est parfait, un peu dans le mode échauffement pour la grande course de l'année, qui est la route de Rome pour nous. Et je pense que oui, il faut absolument faire le défi Azimut pour être prêt pour la route de Rome. Donc pour moi, c'est un peu comme ça. J'adore l'ambiance parce que c'est un peu plus détendu, il y a moins d'enjeux pour tout le monde. On prend tous un peu comme ça, comme un échauffement et une chouette opportunité de se retrouver tous ensemble. La course est toujours hyper bien gérée à terre et en mer. Et oui, c'est top, comme disait Justine, de pouvoir partager avec nos partenaires. Et, donc moi, j'ai des gens d'initiatives de Vinci Energy et de Keyline, des chocolats aussi, des chocolats du cœur, qui vont venir pendant la semaine pour partager un peu la course avec moi et ça c'est top. Justine, on a l'impression que c'est aussi ce défi Azimut, toi aussi tu as déjà participé. Ça fait un peu rentrée des classes. Bah oui, oui, c'est sûr. Bah, en tout cas, c'est sûr que pour nous, ça va être le cas. Je pense que pour les autres concurrents qu'on naviguait et qu'on couru depuis le début de saison, ça va être un peu différent. Mais oui, oui, en tout cas, c'est sûr que c'est un bel événement. On sait que la course de 48 heures, elle est bien discutée. Et moi, je l'avais fait pour la première fois l'année passée avec Simon Fisher. Ça s'était super bien passé pour nous. Et ouais, du coup, j'en garde un bon souvenir. Et puis, ouais, je suis contente de pouvoir de nouveau être là cette année. C'est vraiment une répétition, du moins, répétition, le terme n'est peut-être pas juste parce que c'est pas à l'échelle du temps de la route du Rhum, mais c'est un vrai warm-up de la route du Rhum. Bah, c'est sûr que la durée et le type de course, il est quand même très différent, mais voilà, je pense que sur ces bateaux-là, on a quand même peu l'opportunité de se confronter aux autres. On le fait dans le cadre du pôle Finistère course au large pendant les entraînements, mais il y en a quelques-uns dans l'année, donc voilà, toute confrontation est vraiment bonne à prendre. Comme il disait Maxime, c'est important de pouvoir se comparer aux autres, ça permet vraiment de continuer à progresser. Euh, donc c'est sûr que c'est important d'être là. Maxime, toi, tu le vois comment cet événement? Comme le disaient Justine et Sam, c'est aussi l'occasion de faire venir du monde sur le bateau. Est-ce que toi, ça va être le cas? Il va y avoir des partenaires qui vont t'accompagner sur les runs, sur le tour de l'île de Groix dimanche? Ouais, bah, c'est le premier événement du bateau. Donc là, on a réuni tous les partenaires. Mercredi, on reçoit quasiment 50 personnes qui vont soit faire des runs, soit venir naviguer autour du bateau. Ils seront aussi présents sur le Tour de Groix. Donc c'est chouette de pouvoir déjà leur prendre une licence voile pour qu'ils puissent faire du bateau. Et ils ont l'impression de faire une grosse compétition. Donc c'est vraiment génial. Et puis bah hâte aussi de faire l'épreuve des 48 heures. De se mettre vraiment en condition. On aura au moins pris un départ solo avant la route du Rhum. Donc c'est pas mal aussi de pouvoir gérer ça. On a des bateaux de plus en plus fermés et c'est vrai que c'est assez complexe de voir ce qui se passe à côté, autour de nous, quoi. Donc on va découvrir plein de choses. Le bateau, il sera complet. Il est déjà en configuration Rhum, là. Tu étais comme si tu partais sur le Rhum. Oui, oui, la différence de près du matos embarqué, quoi. Le bateau sera quand même plus léger, on aura moins de matériel. Mais oui, les voiles, tout ça, nous on a fait un set pour le Rhum et on partira avec celui-ci. Ouais. L'autre particularité de ce défi Azimut, c'est que ces 48 heures se disputent avec un médiaman ou une médiawoman à bord. Est-ce que ça change les choses et vous avez choisi qui respectivement? On va continuer avec toi, Maxime.
Mais moi, j'ai Gauthier Lebec, Ouais. qui travaillait auparavant chez Charal, qui est venu faire la campagne au Portugal, là. Voilà, qui est quelqu'un que je connaissais pas beaucoup, mais que j'ai découvert sur le Tour de France à la voile, et puis ensuite un peu chez Charal. Donc, il sera à bord avec moi. Et est-ce que ça change un peu quelque chose? C'est une sorte de faux solo en fait. Est-ce qu'on a le temps de prendre soin de son médiaman ou est-ce que on s'en soucie pas et on est focalisé sur la performance qui est, j'imagine quand même la priorité de ces 48 heures. Ouais, alors il y a plusieurs objectifs, hein. Nous, on est quand même pas riche, on va dire en banque image, donc on a un peu de travail à faire à bord. Donc oui, je pense que on aura le temps d'échanger, et je vais devoir poser à certains moments, mais c'est sûr que l'objectif, c'est quand même de faire avancer le bateau. Sam, toi, tu sais que tu embarques qui à bord d'Initiative Curl sur ce défi des 48 heures? Oui, j'embarque Yann Ryu, donc je suis ravie de faire ces 48 heures avec lui. En effet, il a déjà venu avec moi sur d'autres entraînements larges. Et ouais, je sais que je peux bien compter sur lui. Ouais, je sais qu'il va réussir à faire les images. Je sais aussi qu'il va pas trop aller parce que l'intérieur de mon bateau est loin d'être fini. Donc il y a pas de lit, il y a pas de cuisine, il y a pas de, ouais, il y a rien en fait dedans. Donc c'est bien que j'ai quelqu'un qui est un peu habitué à galérer au niveau de confort parce que oui, ça va être un peu spartiate pour cette course. Toi, Sam, d'un point de vue sportif, j'imagine, forcément, compte tenu de ce que tu viens de dire, un peu pas du retard, mais d'où tu en es dans ta préparation. L'idée, c'est surtout de terminer, c'est vraiment de faire une navigation plutôt sage ou tu te donnes des objectifs sportifs sur ces 48 heures? Non, non, il n'y a pas d'objectif, ouais, objectif sportif, il y en a toujours, mais je vais pas regarder, je suis pas prête encore à regarder les bateaux à côté de moi. L'objectif, c'est de boucler le parcours, d'essayer de maîtriser un minimum mon bateau, le découvert, parce que ça va être la deuxième nave au large que je fais avec. Donc, euh, je pense que ouais, j'ai toutes les voiles, mais oui, je connais pas du tout les réglages que je dois mettre et quelle voile à mettre à quel moment, je suis pas sûre non plus. Mais depuis Initiative KR3, mon ancien bateau, j'ai une bonne idée et on a essayé de répliquer un peu les systèmes du bateau, donc je suis pas complètement perdue non plus. Mais ouais, d'abord, c'est de boucler le parcours, essayer de faire les trajectoires pas trop éloignées de la route, pas fallait tout droit à la bouée puisque il faut que oui, je réussisse à faire le tour. Et donc c'est ça d'essayer d'être sage et de ramener le bateau avec sûrement une job list, mais aussi avec le prochain objectif de faire mon qualif pour la Rive du Rhum parce que ça c'est pas fait non plus. Donc ce défi azimut, ça va servir un peu comme échauffement pour vérifier que je suis prête à partir en qualif. D'accord, tu vas partir dans la foulée. L'idée, c'est de faire la qualif d'ici la fin du mois? On est obligé puisqu'il y a Ouais. une deadline le 6 octobre, donc je me suis dit que j'aimerais bien de me donner plusieurs tentatives s'il faut. Donc oui, le plus tôt que je peux partir en qualif, le mieux c'est. Et toi, Justine, déjà, avec qui tu embarques qui comme médiaman ou médiawoman sur Teamwork et quel est un peu l'objectif purement sportif que tu te fixes sur ce défi Azimut? Oui, alors du coup, moi j'embarque Guillaume Gadefait, qui est normalement le médiaman de Mer Concept, qui a plutôt l'habitude de travailler avec François Gabard. Donc on a déjà pu faire une sortie de 24 heures ensemble, et puis ça va être chouette. Ça va être cool de l'avoir à bord. Et puis pour les objectifs, c'est sûr que nous on a mis le bateau à l'eau, je crois, le jour avant Sam. Donc par contre le bateau, c'est un bateau qui est fiabilisé, qui a été bien préparé, etc. Donc on a pu quand même pas mal naviguer. Après, moi je sais qu'il faut quand même encore que je prenne de l'expérience sur le bateau. Donc j'y vais vraiment pour dans un objectif de continuer d'apprendre et puis d'essayer de faire au mieux, de faire de réaliser le parcours proprement et puis de continuer à prendre mes marques sur le bateau. Et tu as une qualif à faire aussi pour la Route du Rhum ou c'est déjà fait pour toi?
Non, moi je l'avais faite au début du mois d'avril, quand le bateau était encore sous les couleurs de Charal. C'est vrai qu'on s'était organisé avec Jérémy pour pouvoir faire ça et ça m'avait permis de gagner pas mal de temps sur la campagne. C'était vraiment une bonne chose de l'avoir fait à ce moment-là et de pas avoir été un peu à la course pour placer ça encore cet été. Justement, on va parler maintenant un peu plus dans le détail de vos projets respectifs. On va continuer avec Justine. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'est monté, c'est structuré ce projet Vendée Globe avec Teamwork? Ça remonte à quand et quand as-tu eu le go pour cette campagne de Vendée Globe? Bah, avec Teamwork, ça fait un moment qu'on y pensait, je pense que moi, ça fait un moment que j'y pense, peut-être depuis la fin de la campagne avec SCA, donc la campagne de Volvo Ocean Race. Et puis, c'est sûr que Teamwork, ils étaient toujours partants pour faire un projet comme ça, sans forcément pouvoir se lancer tout seul dans une campagne qui est quand même pas mal plus conséquente que ce qu'ils ont fait sur leur précédent projet. Donc voilà, il a fallu un peu attendre et puis trouver le bon moment pour eux et puis pour moi, la bonne opportunité qui s'est présentée là, avec la possibilité de récupérer l'ancien Charal, de pouvoir être intégré dans l'écurie Jérémy. Et ça, je pense que ça les a mis aussi en confiance pour s'engager dans ce projet-là. Et puis de commencer. Et c'est sûr que pour la suite de la campagne, on cherche quand même encore d'autres partenaires. Euh, voilà, parce que ça reste quand même un projet assez coûteux pour une société comme Teamwork. Et tu as eu le go quand? Ou vous êtes, à partir de quand tu étais sûr de partir sur ce projet? On a commencé à vraiment discuter sérieusement à partir de l'automne dernier, et puis ça s'est validé au printemps, quoi, au début du D'accord. printemps. Et finalement, comment tu as du coup structuré? Tu parlais de Jérémy, finalement, ton projet est hébergé par la structure de Jérémy, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Donc mon projet, il est hébergé chez Beyo Racing. Voilà, ça permet de profiter de toute la structure, de toute l'expérience qui a été acquise en IMOCA et sur ce bateau en particulier. Donc voilà, il y a une petite équipe qui est dédiée à mon projet, et puis il y a aussi euh, des personnes qui peuvent être utilisées de manière transverse et travailler sur les deux projets. Donc voilà, je pense que ça permet de mener plusieurs projets de front et puis que les deux projets bénéficient à l'un l'autre. Ouais. Ça veut dire que du coup, tu navigues sur l'ex-Charal 1 depuis le début de l'année? Tu as déjà pas mal de navigation sur le bateau? Non, alors au début de l'année, moi j'ai fait quelques navigations avec Jérémy avant de partir en qualif. Ouais. Mais voilà, c'est sûr que je suis partie en qualif un peu le couteau entre les dents, quoi. J'avais pas non plus beaucoup d'heures sur le bateau. Après, vu que j'avais déjà navigué pas mal l'année passée avec Eleven Hour, c'était pas, voilà, je me sentais pas perdue et ça s'est bien passé. Et après, j'ai pas du tout navigué tout le printemps. Du mois d'avril au mois de juin, c'est Jérémy qui a navigué sur le bateau pour préparer les courses, pour faire la Bermude Mid et la valse. Et moi, à ce moment-là, j'ai navigué avec Eleven Hour. Ça D'accord. m'a permis de faire un gros bloc d'entraînement avec eux, avec une transat, avec une course de Newport aux Bermudes. Donc voilà, moi, ces 3 mois-là, je me suis vraiment concentrée sur le projet Ocean Race avec Eleven Hour Racing. Et puis à la fin du mois de juin, quand Jérémy a fini la valse, à ce moment-là, on a récupéré le bateau avec mon équipe. On a fait un chantier de décoration pendant un mois de redécoration. Et puis on a pu mettre à l'eau fin juillet. D'accord, parce que l'objectif pour toi reste de faire The Ocean Race avec Eleven Hour Racing. Exactement, ouais, moi je suis toujours engagée avec Eleven Hour Racing. C'est vrai qu'eux, ils ont été vraiment super chouettes dans le fait d'essayer de me libérer du temps pour que je puisse faire cette campagne de Vendée Globe aussi qui me tenait à cœur, voilà, où il y avait cette opportunité-là qui s'est présentée pour moi et qui était difficile de pas saisir. Donc voilà, avec Eleven Hour, on a réussi à trouver un bon équilibre où moi j'ai pu passer pas mal de temps avec eux en ce début d'année, et puis où je vais pouvoir les retrouver à la fin du run pour finaliser la préparation pour The Ocean Race. Et en parallèle, eux, ils ont eu le temps de naviguer beaucoup avec Francesca Klapčić, qui sera l'autre équipière du projet et qui aura pu aussi vraiment bien se former pour être vraiment prête pour la course. Et je pense que du coup, ça fait un bon compromis. On est deux équipières qui ont vraiment une bonne expérience avant de partir sur la course. Donc ça, je pense que c'est un point important aussi pour la campagne. Sam, tu connais bien Justine, hein, parce que Justine parlait de Team SCA, l'équipe qui a participé à la Volvo Ocean Race en 2014, donc tu étais la skipper. Toi, tu étais jusqu'ici un peu la seule femme à avoir un vrai projet performant en IMOCA. Comment, avec l'arrivée de Justine et l'ex-Charal 1 qui a prouvé ses performances, c'est un autre projet performant qui arrive. Comment tu vois arriver ce projet sur le circuit IMOCA?
C'est génial mais je pensais pas d'être la seule femme avec un projet performante en IMOCA puisque je compte Isabelle Josch dans Oui, bien sûr. dans cette groupe et Clarisse aussi avec Banque Populaire l'année dernière, le dernier Vendée. Elle Et avait aussi un projet Pip performant. qui arrive aussi Puis avec elle son Guillaume Vendée. a un super bateau maintenant et puis bon, Clarisse elle va récupérer très vite un bateau performant et je pense qu'elle lâche rien. Donc ça c'est top avec Justine. Juju, voilà, tu mérites d'avoir ton bateau. Ouais, c'est pas trop tôt. Donc je suis ravie que Justine elle a pu monter ce projet et que ouais c'est top de se retrouver à plusieurs femmes avec des projets performants puisque la course au large en solitaire, c'est un sport où on navigue en mixte, il n'y a pas de classement homme-femme, il n'y a pas mais il n'y a pas d'excuse pour qu'une femme puisse pas gagner, puisque même si c'est physique, la force mentale, c'est pas que ça, c'est la préparation et c'est un projet vraiment global qui fait les différences. Donc ça c'est super et enfin je crois que nos partenaires aussi ils ont compris que on mérite aussi notre chance d'avoir les bateaux performants pour montrer pour être dans le match sur l'eau et maintenant c'est à nous de jouer et à nous encore de rattraper un petit peu de retard Corona parce que ça commence tout juste d'avoir les femmes avec aux armes égales. Il faut, comme disait Justine, il faut qu'on apprenne à gérer nos bateaux puissants. Mais je pense que ça va venir vite. Et j'ai hâte. Et donc, je suis ravie. Après, une fois on est solo, je pense que Justine, elle sera d'accord. Je pense qu'on pense pas trop à ça. Euh, c'est les questions qui posent les médias, mais une fois on est solo, on est juste les concurrents, les uns comme les autres. Ouais, bien sûr et on a vu, sur la solitaire du Figaro, qui vient de se terminer que les femmes, luttaient aussi à armes égales sur le support avec la belle 3e place, d'Élodie Bonafou sur la dernière étape. Sam, Oui, qui parlons était mat d'ailleurs peut-être l'étape le plus physique. oui, complètement, tu as raison, ouais. J'ai pas suivi complètement, donc peut-être il y en a qui peut avoir un meilleur avis ou commentaire sur ça, mais je trouve que ce qu'elle dit et Violette, parce qu'elle était pas loin non Complètement, ouais. plus, elles ont montré que même avec un Figaro 3 qui est réputé comme bateau très physique et dur à mener, euh, je, je suis d'accord parce que j'ai fait quelques courses tout au début, surtout dans ces allures-là, suspi dans le baston, c'est pas les bateaux le plus, ouais, c'est physique donc il s'est engagé et Elodie et Violette, elles ont fait la preuve que voilà, c'est pas juste ce qu'on a dans nos biscottos qui compte. Ouais, ouais, et elle termine 8e au général pour Élodie, 10e, pour Violette. Max, toi, j'imagine que tu étais content aussi de voir arriver, des femmes avec les bateaux performants sur l'IMOCA, sur le circuit IMOCA? Ouais, bah, c'est génial. La classe, elle devient de plus en plus internationale. Il y aura effectivement plein de projets féminins et puis ben Isa, Sam l'ont montré. Enfin, je me suis pas mal entraîné. Justine aussi, on a fait l'entraînement en classe 40 et avec Isa notamment en solo pour The Transat, la préparation de The Transat et on remarque ben souvent les filles, elles sont quand même mieux organisées que nous à bord. Elles anticipent beaucoup plus aux arrivées de bouée. Alors certes, elles font les manœuvres peut-être un peu plus tôt, mais elles arrivent avec un bateau rangé, prêt à faire le bord suivant, alors que nous, on est peut-être un peu plus bourrin, on arrive un peu plus à l'arrache, et c'est pas toujours ce qui paye, donc non, c'est chouette, ça permet de voir d'autres choses, de naviguer autrement, et ravi que Justine puisse concrétiser un projet Vendée Globe, et hâte de naviguer à ses côtés.
Bon, bah, ça va arriver à partir de demain. Sam, on revient vers toi. Parle-nous un peu de ton bateau, hein, Initiative Cœur, donc, a été mis à l'eau au mois d'août, hein, si je me trompe pas. Raconte-nous un peu la gestation de ce bateau. Ça a été assez long, plus long que prévu. Raconte-nous un petit peu comment s'est passée cette construction. C'était un peu plus long que prévu. Donc nous, on avait récupéré le bateau au début de l'année. C'était juste le coque, la coque pontait. Et c'était à nous, à notre équipe Initiative Car, de finir, monter tous les systèmes, finir le bateau. Donc c'était déjà un gros chantier. Et puis sur les expertises l'expertise de composite quand on a fait quand on avait su le bateau, on a eu des soucis on a vu les soucis dans le fond de coque, notamment dans la partie mousse sandwich. Donc on a fait une grosse étude, beaucoup de travail avec beaucoup de monde, y compris le chantier, des gens de l'extérieur, des bureaux d'études, et donc on a conclu qu'on était obligé de changer une grande partie du fond de coque. Donc ce que c'était censé être un chantier de finition de bateau, ça a fini un peu en reconstruction. Donc on n'avait pas prévu de faire ça, mais c'était ouais, avec le soutien du chantier, avec mon équipe qui a fait un travail incroyable. On a monté, c'est notamment une équipe de composite qui n'était pas prévue au début. Donc je remercie déjà tous les gens qui ont bossé pour Initiative Car cette année, puisque c'était un marathon, un peu mission commando, mais on a réussi. Donc c'était très intense. J'ai beaucoup appris aussi parce que j'ai pas fait énorme, mais j'ai participé dans quelques nuits de strat ou de surveillance de cuisson de bateau, et c'est incroyable aussi je pense pour moi d'être avec mon équipe sur toutes ces phases de finition de bateau, découvrir les systèmes avant qu'ils s'en mettent dedans, participer dans le montage, les choix. J'ai l'impression de hyper bien connaître mon bateau déjà, et je suis sûre que c'est un avantage pour le Vendée Globe. Donc ça, c'était oui un peu plus long, un peu plus fatigant. Je pense que toute l'équipe sont fatiguées, mais ils ont fait un travail incroyable, et ils continuent de faire un travail incroyable, parce que je pense que les joblistes, ils vont pas être tous rayés. Les lignes, je pense que la dernière ligne va être rayée le 8 novembre. Donc merci à eux, merci à toute l'équipe pour leur enthousiasme, leur engagement dans le projet. J'apprécie ça énormément. Et j'ai beaucoup apprécié l'ambiance. On a fait ça dans une ambiance sympa. On a consommé quelques bières les soirs tard quand on finissait, mais c'était important. Donc oui, c'est ça. C'est le bateau, c'est le V2 du bateau de Louis Berton qui avait qui a conçu Sam Manuel avec un tricon pour le dernier Vendée Globe. Et il y a quelques modifications que Sam a apportées suite au retour du Vendée Globe, retour des navigations qu'il a fait avec Armel. Donc c'est pas exactement identique, et on voit aussi qu'il n'est pas identique parce qu'on n'a pas les mêmes foils, parce que moi j'ai les foils qui rentrent dans la jauge IMOCA de cette année, et les foils de l'ancien bateau de Louis, c'est des foils qui sont à l'ancien, qui sont un peu hors taille pour notre nouveau jauge, mais ils ont une règle d'antériorité pour ça. Donc c'est ça le plus gros différence qu'on voit quand on est au comptant. D'accord. Au niveau de l'étrave, il y a des différences, ou c'est vraiment la même, ou Non, c'est la vraiment... même moule, c'est exactement Ouais, la même moule. Donc vraiment? Ouais, il n'y a d'accord. pas de différence dans la coque, même si les gens qui disent que c'est différent, c'est peut-être juste que c'est rouge. Le choix de ce dessin, le choix de construire dans les moules de l'ancien bateau d'Armel, ça a été, vous avez hésité? Est-ce que vous avez consulté plusieurs archis, ou tout de suite vous avez été dans cette direction?
C'était une opportunité à saisir. Donc le choix, on n'a pas du tout consulté les architectes parce on n'avait pas les moyens pour faire un bateau neuf. Donc on cherchait sur les bateaux d'occasion, sur les opportunités et ce bateau était déjà lancé. Donc par contre, c'est sûr que quand on regardait les bateaux d'occasion qui étaient à vendre, cette opportunité-là, c'est sûr que dès qu'on a vu le bateau d'Armel Tricon à l'eau juste avant le dernier Vendée Globe, avec mon équipe, on regardait ça en disant là, je pense que c'est quelque chose et que c'est peut-être plutôt le futur de l'IMOCA et la façon que j'ai envie de naviguer. Euh, donc ça, c'était une opportunité à saisir qui était parfaite par rapport à peut-être nos rêves si on avait la feuille blanche à faire ce qu'on voulait. Donc c'est un peu les étoiles qui brillaient sur nous à ce moment-là. Et quels sont tes premiers retours, même si tu l'as dit, hein, tu as quasiment pas navigué sur le bateau. Est-ce que pour l'instant, de ce que tu en as vu, c'est un peu conforme à ce que tu attendais? Est-ce que c'est très différent de ton précédent bateau? Ah oui, c'est énormément différent parce que et il est énormément plus puissant. Donc je ressens, on n'a pas mis à côté d'autres bateaux pour l'instant, mais je ressens ouais, avec toute l'équipe, on ressent la puissance, c'est rien à voir. Donc c'est sûr, c'est pas la même chose. Après, on a fait monter un peu les mêmes systèmes, même les bouts sont les mêmes couleurs. On essaie de pour que je suis pas perdue. Mais oui, le comportement du bateau est très différent. Les foils sur mon ancienne initiative car, ils étaient très proches du surface. C'était les gros foils, mais le premier, en fait, les tout premiers de cette génération de foils 2019-2020, ils étaient un peu plus souples, donc ça déchargeait très rapidement. Mon ancien bateau montait moins haut, donc déjà là c'est un peu impressionnant la première fois que ça décolle et tu es en train de partir vers la lune. Mais après on s'habitue à ça. Ce qui pour moi était impressionnant, c'est oui que je borde les voiles n'importe comment. Et puis le bateau il est parti. Et c'est ça où je dis ah ouais la vache c'est il a envie de partir. Euh, donc de ce côté-là c'est vraiment la plaisir de voir cette puissance et sur il y a les allures où vu comme il va très vite il est plus puissant bah, ça tape plus fort c'est plus dur. Il y a d'autres allures où on a fait un bord de pourtant l'autre nuit et avec beaucoup de vent et un peu de mer et là, c'était mieux que l'ancien bateau. Il passait, il s'enfournait beaucoup moins violemment. Ouais, il passait mieux les vagues. Donc, je vois un peu les avantages de cette carène Scout. Mais c'est vraiment que le début. J'ai pas trop de On n'a pas commentaires. Mais encore le pour recul l'instant, suffisant, ouais. non, pour l'instant, je me fais peur de temps en temps, mais finalement, je pense que c'est juste peur parce que je suis impressionnée et quand le ressenti général, c'est que plutôt c'est un bateau qui est sain, qui a un chouette comportement. Maxime, toi, tu as mis à l'eau ton VNB Mont-Bana Mayenne le 27 juin. Et tu as donc un petit peu plus de navigation derrière toi que Sam. Alors, rappelle-nous un peu le choix. Donc, on rappelle, hein, c'est un plan verdier qu'on construit dans les moules d'Apivia. Raconte-nous un peu ton choix. Toi aussi, ça a été un choix d'opportunité. Quel a été un peu le choix que vous avez fait au moment d'opter pour un architecte ou un autre? Nous, déjà, c'est la continuité d'un projet qui date de 2014, avec 5 années en classe 40, une campagne Vendée Globe 2020 avec un bateau d'ancienne génération. Il y avait pas, c'était pas tracé, quoi. On savait pas si on allait continuer derrière. Le Vendée Globe s'est plutôt bien passé, les partenaires étaient contents. Un autre partenaire, Montbana, nous a rejoint en plus de la Mayenne, et du coup, on a décidé de
de faire une nouvelle campagne, donc 4 années, avec le prochain Vendée Globe 2024. Et on imaginait racheter un bateau. On n'a pas trouvé de bateau qui correspondait au programme, puisque on souhaitait absolument faire la route du Rhum. Soit on n'était pas d'accord sur les prix, soit les bateaux étaient plus dispo, ou pas avant le Rhum. Et du coup, on a trouvé une solution alternative. On voulait pas partir sur une construction d'un bateau neuf et surtout pas d'un dessin d'une feuille blanche, parce que manque d'expérience clairement, trop petite équipe et puis pas assez de budget. Et on a trouvé cette solution alternative. On s'est dit quel team accepterait de nous louer ses moules et de construire un bateau identique. Le premier choix c'était un Verdier et Apivia, construit par Mer Concept. Et il s'avère que ils étaient bien contents de nous construire ce bateau au moment où on leur a demandé. Du coup, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Et on regrette pas du tout ce choix. On a une équipe de construction hors pair. On a vraiment été accompagnés sur la construction, un fort partage avec Mer Concept. Un petit peu moins avec Apivia, mais c'est normal. Tu vais pas trop partager les secrets. Non, non, effectivement, on aurait aimé, mais là-dessus, on parle vraiment d'une feuille blanche. Donc pour nous, c'est comme si on avait un bateau neuf, hein, clairement. La seule différence près, c'est que toute la fiabilisation de la partie structure, elle est déjà faite et plutôt bien faite. Donc ça, on est quand même assez serein là-dessus. Moi, j'ai fait une qualif assez engagée en partant dans l'ouest d'une dépression, avec pas mal de mer et de vent, et en tirant fort sur le bateau, et on a vu que rien n'avait bougé. Alors, je rejoins Sam sur sur la découverte du bateau, où effectivement, même le bateau mal réglé, il continue à avancer tout le temps, et tu choques 1 mètre de grand voile, ça va fort, tu choques 2 mètres, ça va toujours fort, tu te dis c'est pas possible. Et ouais, c'est assez impressionnant comme bateau. Ouais, ouais. Et comment s'est passée justement la prise en main? Toi, on rappelle, hein, tu étais sur un bateau à dérive droite, hein, donc toi, tu découvres, je sais pas si tu avais déjà navigué sur d'autres IMOCA à foil, mais tu découvres vraiment le foiling en IMOCA. Comment s'est passée un peu cette découverte? Eh plutôt bien. C'est vrai que c'est hyper grisant. Les bateaux, ils vont vraiment vite. C'est très brutal en revanche. Je l'avais entendu, je l'avais vécu, mais pas sur ce genre de bateau. C'est vrai que c'est quand même assez dur d'encaisser ce que le bateau nous fait encaisser. Et il y a un gros travail à faire là-dessus, sur la partie ergonomie et pour le confort du marin. Qu'on n'a pas encore fait. On n'a pas du tout eu le temps de travailler là-dessus, mais c'est sûr, pour le Vendée Globe, c'est un objectif majeur. C'est plus tant la capacité à faire aller vite le bateau, c'est aussi la capacité à endurer ce que nous fait endurer le bateau. Et il y a plutôt un bon feeling. J'apprivoise mon dragon, quoi. Ouais, et est-ce que tu penses, tu penses avoir fait un bon choix? On rappelle qu'Apivia, c'est aujourd'hui un petit peu en tout cas pour la génération, 2020, c'est un peu le bateau étalon, qui a gagné la dernière, non, qui a pas gagné la dernière Java, qui a fait 2e de la dernière Java, qui a gagné la précédente. Selon toi, on dit souvent que c'est le bateau le plus polyvalent, le dessin le plus polyvalent. Est-ce que tu penses est-ce que tu confirmes? Oui, il est très bien mené par Charlie. Aujourd'hui, nous, on n'est pas dans la même config, un peu comme Sam d'ailleurs, avec l'histoire de l'évolution de la jauge des foils. Ouais, donc vous avez des foils plus petits que ce Charlie, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait, ouais. Après, voilà, le bateau, nous, on voulait un bateau fiable. Le but, c'était de naviguer le plus possible, enchaîner les 1000 jusqu'au départ du Vendée Globe. Ça reste notre objectif majeur. Côté fiabilité, construction, le bateau, c'est vraiment de l'horlogerie, c'est hallucinant. Certains le trouvent beau de l'extérieur, mais je peux vous dire que l'intérieur, c'est hallucinant. Et on s'est pas du tout planté sur le choix de Mer Concept. Le dessin, j'en doute pas du tout. Donc je pense que pour ce que nous on souhaitait, le cocktail est gagnant, quoi. Justine, toi, donc plan Verdier pour Max, plan Manoir pour Sam. Toi, tu es un plan VPLP. Toi, tu avais quand même de l'expérience des IMOCA à foil, hein, parce que tu naviguais avec l'équipe Eleven Hour, donc tu as navigué
sur l'ancien Hugo Boss, si je me souviens bien, celui de 2016, puis sur le aussi Eleven Sour mis à l'eau en 2021. Est-ce que le bateau que tu as aujourd'hui, l'ancien Charal, devenu Teamwork, c'est très différent de ce que tu as connu, ou finalement il y a pas tant de différence que ça? Bah oui, c'est quand même un petit peu différent en termes de forme de carène, en termes de forme de foil. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a des nouvelles habitudes, un peu de réglage à prendre. Parce que les bateaux réagissent un peu différemment. Je pense que pour le coup, ben le bateau il est un petit peu plus dur à faire partir peut-être que les bateaux Elevens. Donc voilà, il faut encore un peu trouver mes marques là-dessus. Mais voilà, sinon c'est sûr qu'en fonctionnement, ben l'ancien Hugo Boss qui était devenu Eleven Hour 1, c'était aussi un VPLP. Donc voilà, il y a en termes de plateforme, en termes de fonctionnement du bateau, sinon c'est pas très différent de ce que je connaissais déjà. Ouais, ouais, c'est des bateaux très puissants, j'imagine. Comment on arrive à dompter un peu cette puissance, hein, ça m'en parlait tout à l'heure. C'est finalement un peu l'enjeu sur ces bateaux. Ben oui, c'est sûr que c'est un peu l'enjeu. C'est l'enjeu surtout, je pense, en solitaire. C'est vrai que moi, j'avais plutôt du coup l'expérience de l'équipage et du double, où voilà, c'est plus facile d'aller se reposer quand on sait qu'il y a deux personnes dehors ou une personne qui est là, qui gère le bateau, qui règle le pilote s'il faut, etc. Donc même quand ça va vite, on sait que les choses elles vont bien se passer. Et là, c'est sûr que c'est un peu différent en solitaire. Je pense que la difficulté, c'est aussi, ben, comme disait Maxime, d'arriver à se gérer, d'arriver à se reposer. Même quand le bateau va vite, qui tape, etc. Donc, ou soit de trouver les bons compromis pour que ça reste relativement vivable sur la durée. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est encore nouveau pour moi et puis qu'il faut que j'expérimente et où il faut encore que je trouve aussi mes repères. Dans ces conditions, quelle va être un peu pour toi, et je vais poser la même question à Sam et Max après, mais quels vont être pour toi les enjeux de la Route du Rhum? La Route du Rhum, c'est quand même l'événement, le grand événement de la saison. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde à Saint-Malo et 138 bateaux au départ. Donc, tous les yeux seront focalisés sur cette 12e édition. Pour toi, c'est un vrai objectif sportif, ou c'est une étape vers le Vendée Globe? Comment tu vas prendre cette Route du Rhum? Bah, c'est sûr que pour moi, ce sera ma première grosse transat en solitaire en IMOCA. Donc, moi, j'ai besoin de cette course aussi pour me qualifier pour le Vendée Globe. Donc, je pense que l'objectif principal, ça restera d'arriver au bout. Mais voilà, après, j'ai quand même un bon outil pour essayer d'être compétitive. Et voilà, je pense que pour moi, le gros objectif, ça va être de justement bien trouver mes marques, bien trouver mon compromis entre aller vite, gérer le bateau, me gérer moi, etc. Et ça, c'est sûr que ça va être assez nouveau, mais j'ai hâte de refaire une grosse transat en solitaire. Ça fait un moment que j'ai pas fait ça. Donc ouais, je suis contente de pouvoir être de la partie et puis de pouvoir faire un pas de plus si tout va bien vers la qualification du Vendée Globe, parce que moi, j'ai pas encore beaucoup de milles au compteur comme certains autres concurrents. Ouais, ça, c'est une vraie préoccupation, la fameuse course aux 1000, hein. On rappelle que la course aux 1000, elle départagera éventuellement les candidats s'il y a plus de 40 candidats pour le prochain Vendée Globe. Bah, c'est sûr que c'est quelque chose qui est quand même présent. Après aujourd'hui, est-ce qu'il y aura vraiment 40, plus de 40 bateaux, skippers prêts, etc. C'est quelque chose à voir, mais c'est sûr que de pouvoir valider ça assez rapidement, bah, ça permet aussi de s'enlever une pression. C'est comme disait Sam pour sa qualif pour le rhum. Une fois que c'est fait, voilà, c'est quelque chose de coché. On n'a plus besoin de, voilà, il n'y a plus d'énergie qui est dépensée là-dedans. Donc c'est important, je pense, de pouvoir le valider assez rapidement pour nous, pour les partenaires et pour que tout le monde soit en confiance aussi pour qu'on puisse ouais, soit en confiance qu'on soit au départ du Vendée en 2024. Sam, pour toi, la route du Rhum, vu le contexte, est-ce qu'elle arrive trop tôt, ou tu en fais un vrai objectif sportif? Elle arrive pas trop tôt, parce que je pense que c'est important de faire la route du Rhum pour, comme disait Juju, pour se qualifier pour le Vendée Globe. Et il faut être prête pour la route du Rhum. Euh, pour moi, le route du Rhum, c'est un peu un graal parce que j'ai pas encore réussi à finir. J'ai fait que une route du Rhum de ma vie, et c'était celui d'il y a 4 ans, et j'ai dû l'amener fond de coque de l'initiative, donc j'ai abandonné. Pour moi, la route du Rhum, il faut absolument que j'arrive à Guadeloupe sur mon bateau. Et je pense que je vais avoir du mal à avoir de
à faire assez de progrès vers mon bateau au niveau de performance dans le temps entre maintenant et le départ de la Victoire. Donc au niveau sportif, je ne vais pas être au top de ma forme, mais je pense qu'avec l'équipe, le bateau il va être prêt à tirer dessus, pour que je découvre. Donc là, je pense qu'à ce moment-là, je vais être prête à regarder Justine et Maxime à côté de moi pour essayer d'aller aussi vite, voire plus vite que. Mais je vais pas avoir toutes les clés dans mon bible du bateau encore. Maxime, toi, toi aussi, malheureusement pour toi, tu n'avais pas terminé la dernière route du Rhum, tu étais en classe 40 et si je me souviens bien, tu avais dématé. Comment tu abordes un peu cette route du Rhum? On sait que toi, t'es de Cancale, hein, pas loin de Saint-Malo, donc j'imagine que c'est une course qui te tient à cœur. Est-ce que tu as un petit peu plus de préparation dans les jambes que Sam et Justine peut-être sur le bateau? Est-ce que tu en fais un vrai objectif sportif? Ben oui, ravi d'être au départ de cette route du Rhum. C'est un peu ça qui m'a mis le pied à l'étrier sur la course au large, parce que je la fais aussi en 2014. Je la Ouais. finis et j'arrive en Guadeloupe, donc je sais ce que c'est d'arriver pour cette route du Rhum. Et 2018, bah ouais, une autre manière de courir, couteau entre les dents pour essayer d'aller chercher une victoire. Et puis ça démate. Donc là, l'objectif, il est différent. C'est sûr que s'il y a des choix météo un peu engagés à faire, bah pour cette première course, clairement, je choisirais plutôt la solution facile et moins engagée pour le bateau. Finir, ça veut dire qu'on serait qualifié, les premiers qualifiés pour le Vendée. Ça rassurerait les partenaires et on serait beaucoup plus serein sur toutes les autres naves et on pourrait tirer plus fort sur le bateau et avec le risque de casser, mais sans crainte, du moins pas la même. Donc oui, c'est d'abord finir, passer les premiers jours, le gros de la météo, et ensuite, ben oui, quand même, on est là pour faire la course. Ouais, cet enjeu qualif, il est à vous écouter, hein, Justine en parlait, c'est vraiment la grosse priorité d'assurer dès maintenant la qualification pour le Vendée Globe. Bon, c'est hyper important, enfin pour les partenaires, là des partenaires qui ont quand même engagé énormément d'argent, nous du temps, enfin beaucoup d'énergie. Si on a tout le temps ce doute de se dire mais ça se trouve on va même pas faire l'objectif principal de ce qu'on est en train de faire, ça a pas de sens quoi. Donc moi je suis avant tout chef d'entreprise et je veux aller vers l'objectif qu'on s'est fixé. Donc je mets tous les moyens en œuvre pour y arriver quoi. Si on est déjà qualifié, ben ça y est, on sait que on peut s'entraîner différemment et utiliser le bateau différemment quoi. Quel est, quand tu regardes le plateau, hein, il y aura plus de 30, je me souviens plus exactement, 35 bateaux, quasiment 35 IMOCA au départ de ce Rhum. Est-ce que quand tu regardes ce plateau, tu peux me dire qui sont les favoris de cette édition? Je sais pas dans quel ordre déplacer. J'ai un doute sur la première place, mais entre Thomas et Charlie, donc Link Out et Apivia quoi. Et après derrière il y a du monde quand même. Hein. On a vu que Louis avait bien son bateau en main, ça allait vite, donc voilà, il est à surveiller aussi. Et puis ben, à voir ce que donnent les nouveaux bateaux. On les a pas encore vus naviguer. Je pense que Paul, il est un peu juste dans le timing, mais c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'expérience. Paul Meillat en IMOCA, il aura un très très bon bateau, le même que Link Out, voilà. Et puis nous trois aussi, j'imagine, à surveiller. Sam, ton avis, c'est toi aussi, pour toi, c'est Charlie, Thomas, ils sont un petit peu au-dessus du lot? L'année qu'on vient de voir, je pense que oui, ils connaissent parfaitement le bateau. Ils ont des bateaux fiabilisés, bien bien en main. Je suis d'accord avec Max que lui, je pense qu'on on n'a pas encore vu parce qu'il a eu quelques soucis sur les courses du début de saison. Donc, je pense que lui, il peut nous faire encore un Louis Vuitton sur cette course. Et puis,
Oui, comme dit Maxime, je pense qu'il y a beaucoup de bateaux, beaucoup de très bons marins. C'est ça, j'ai hâte je suis ravie, j'ai la chance d'être dans cette course incroyable. Euh, et pareil, Maxime, Justine. Justine, elle a un bateau super fiabilisé aussi. Donc, je sais que c'est ta première course, ta première transat en solo en IMOCA, mais je pense que ça va pas trop te freiner, Gigi. Moi, Justine, la pression est sur toi là. Ouais, bah, apparemment, mais non, non, bah, je pense que c'est sûr, comme disait Sam et Max, il y a beaucoup de bons bateaux, beaucoup de super bons marins qui ont des très, très beaux projets, beaucoup de personnes qui arrivent avec des bateaux neufs aussi qui vont sûrement vraiment bien performer bientôt. Donc, ça va être super intéressant et c'est vraiment chouette de pouvoir en être, ouais. Ouais, parmi ces bateaux neufs, il y a le Charal 2 de Jérémy qui a été mis à l'eau il n'y a pas très longtemps. Vu que vous êtes vous êtes collègues, en tout cas vous êtes dans la même équipe, puisque ton projet, comme tu le disais, est hébergé par Bayou Racing, est-ce que tu es monté sur le bateau de Jérémy? Est-ce que vous avez fait des navigations à deux? Est-ce que tu as déjà une idée du potentiel de ce bateau? Alors non, j'ai pas navigué à bord et on n'a pas réussi encore à se caler des navigations ensemble entre nos différents programmes. Mais écoute, en tout cas, ils ont quand même pas mal navigué pour le temps depuis lequel ils sont à l'eau. Donc, je crois que Jérémy, il est content de son bateau. Après, c'est sûr que voilà, le bateau reste jeune. Il y a encore pas mal de choses à trouver, je pense. Mais donc voilà, je pense que s'il a pas de soucis pas de gros soucis sur le rhum, il aura quand même vraiment les moyens de faire quelque chose de bien. Puis c'est quand même un des marins avec aussi une grosse expérience, très grosse expérience en IMOCA et je trouve toujours, en tout cas, un engagement et une envie dans ces projets qui sont assez chouettes à voir. Donc ouais, ça va être intéressant de suivre ça, en tout cas, ouais. Et toi, du coup, après le Rhum, tu bascules directement sur le projet The Ocean Race. Tu vas directement, tu fais un pointe-à-pitre Alicante et c'est reparti. Écoute, je risque de faire un pointe-à-pitre cache-cache parce qu'on a une Ouais, petite période d'entraînement fin novembre, début décembre au Portugal avec Eleven Hour Racing. Donc ça, pour l'instant, c'est le plan. Et puis voilà, du coup, mon bateau rentrera, si tout va bien, en convoyage sans moi, mais avec une bonne équipe. Donc voilà, je suis tranquille là-dessus. Sam, est-ce que vous, de votre côté, vous avez étudié la possibilité de participer à The Ocean Race ou ça n'a jamais été envisagé? Oui, bien sûr, j'ai étudié et j'ai discuté avec quelques-uns parce que c'est une chouette course. Je le connais bien d'avoir fait avec Ouais. Justine en 2014-2015 avec un nouveau format. Maintenant, ils ont choisi des super bons bateaux, des IMOCA pour faire la course. Euh, et oui, j'ai étudié, mais watch this space. D'accord. Donc, Par contre, ça va. J'ai pas du tout étudié l'option de faire avec Initiative Care d'accord, ouais. parce que c'est l'objectif de ce projet. Je pense que comme Justine, c'est le Vendée Globe. Et je voulais pas me noyer dans plusieurs objectifs avec un bateau. Mais oui, j'ai étudié de peut-être euh, sauter sur un autre bateau pour aller faire une étape pour, euh, faut pas rater cette belle course. Et il y a encore une possibilité Oui, il y a encore une possibilité. bon, bah, on suivra ça. Max, de ton côté, toi aussi, tu as étudié la question ou tu as présenté ton CV pour éventuellement embarquer sur d'autres bateaux? Non, pas du tout. En fait, à l'issue de l'arrivée de la route du Rhum, je ramène le bateau et ensuite j'enlève le ciré pour mettre crampons et piolets et je me suis lancé le défi d'aller gravir l'Everest. Ah oui, c'est vrai. Donc ça, c'est en avril-mai 2023. Donc non, pas du tout réfléchi à cette belle épreuve de Tour du monde en équipage. Sportivement, c'est hyper intéressant, c'est clair. Après, voilà, faut que les partenaires ils voient un intérêt. Là, c'était clairement pas le cas et bon, j'avais aussi un projet perso dans les tuyaux. Donc ça, et du coup, ça va être entraînement intensif à partir du début de l'année, parce que c'est quand même pas rien. Tu as fait le Kilimandjaro, hein, cette année, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Bah, ça fait 2 ans et demi en fait que je prépare ça. En décembre jusqu'à avril, fin mars, je serai dans les Alpes et ensuite on part tout début avril pour environ 60 jours d'expédition. Bon, bah, très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation. J'imagine que vous allez avoir, une journée chargée pour préparer les runs de vitesse. Est-ce que vous avez une idée des conditions qui vous attendent un peu pour ce défi Azimut? On va continuer avec toi, Max. Bon, je pense que c'est assez stable, ça c'est pas mal. Il y a un chouette parcours de 48 heures. On a reçu le parcours prévu hier. Et puis pour les runs, on espère qu'il y a du vent qui va rentrer dans l'après-midi pour que les bateaux puissent voler. Bon, bah, je vous remercie tous les 3. Bon défi Azimut, bonne préparation, pour, la route du Rhum et quant à nous, on se retrouve, la semaine prochaine pour le 87e épisode de Pause Report. Merci, bonne journée. Bonne journée, merci. Salut à tous. Salut, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!